Candidate à l'uninominal de la préfecture de Kankan, bienvenue sur ce plateau, madame. Une toute autre dame dynamique avec nous, elle représente les pouvoirs publics sur un secteur de la chaîne de valeur. C'est madame Adiaratou Dadi Yomba Touré. Elle est inspectrice régionale du commerce et vraiment elle n'est pas à présenter vu tout ce qu'elle a fait dans la région depuis quelques années, depuis qu'elle est là. D'ailleurs, c'est là où elle est passée de niveau à niveau pour se hisser là où on la retrouve aujourd'hui. Et elle va nous aider sur ce segment de la commercialisation qui, madame, un très grand défi. Bienvenue sur ce plateau. Le micro pour vous. Oui, merci bien, M. Camara. Effectivement, nous sommes là pour ça aujourd'hui. Merci. Pour édifier le public sur la commercialisation de nos produits. Attends, je vais vous aider. Voilà. C'est à vous. Merci. Donc, vous avez le défi de la commercialisation, madame. Oui. Et on vous disait bienvenue. Ce qui fait qu'on est là, je suis là aujourd'hui pour représenter le ministère du Commerce et pour édifier le public et comment ça se passe pour la commercialisation dans la région de Kankan. Monsieur Éloi César Torno, son visage le dit déjà, c'est un jeune entrepreneur, il a 32 ans et il s'est engagé dans l'entrepreneuriat agricole pratiquement depuis l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, il évolue à Gekedou, à Kisdougou, avec des influences sur Gekedou et d'autres régions. Il a un parcours exceptionnel. Bienvenue à ce panel. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Bon, comprenez que je suis un peu arrumé, mais je vais un peu m'efforcer pour donner le maximum de moi-même. Merci donc à tous nos panélistes et merci d'avance à tous ceux qui vont prêter une attention, comme je vous le disais, à ces femmes et hommes d'expérience. Pour commencer, je vais citer Beaumarchais, qui est un grand auteur français. Ceux qui aiment les classiques de la littérature française se retrouvent, qui parlait de l'agriculture en ces termes. Il dit que l'agriculture est le fondement de la vie humaine et que l'agriculture est même la source des vrais biens. Est-ce cela? Peut-être que c'est ce que le SADEN a compris en disant, pour répondre aux besoins des jeunes, à l'emploi, l'accès à la richesse et autres, peut-être a compris pour dire que, en posant pour notre panel cette question, l'agriculture, une voie pour les jeunes. Nous allons voir effectivement si cela est avec nos panélistes. Nous allons commencer par le plus jeune qui a la main vraiment dans la pâte pour dire, Monsieur Torno, oui. Votre parcours, on l'a dit que c'est fabuleux. Vous avez des jeunes qui sont là, qui veulent faire comme vous, qui veulent être leur propre patron. Aujourd'hui, parler en termes de milliards de francs guinéens, c'est possible. À quel moment vous avez cru? Très tôt, j'ai cru que l'avenir de ce pays, c'était l'agriculture. Je ne sais pas comment, tout simplement, d'abord je suis issu d'une famille agricole. Mon papa c'est un ingénieur agronome. Et chaque vacances, on m'a toujours envoyé au champ, toutes les vacances. Et je l'ai dit ici, je suis venu à Conakry une seule fois, c'est quand j'ai eu mon bac. Donc ce métier, je l'ai aimé. L'accès à l'université. L'accès à l'université. Et ça, nous sommes en 2010. Nous sommes, oui, 2008. 2008. Donc j'ai aimé ce travail. Et je suis venu à l'université à Conakry. Bon, à l'université, il n'y a pas de branche agricole à Conakry. Vous devez faire une filière en sciences politiques. Bon, en fait, mon expérience, je suis très bizarre dans mon parcours. Quand je l'explique un peu, c'est un peu atypique. Donc j'ai fait le bac sciences mathématiques. On m'a orienté, je devrais choisir. Sans oublier que déjà en 11e, vous étiez en sciences sociales. Bon, voilà. Et puis en 12e, vous faites sciences expérimentales et vous passez le bac en sciences mathématiques.
Voilà, donc j'ai un parcours très atypique, peut-être qu'il peut ne pas être votre parcours, mais en fait, très tôt, je savais ce que je voulais. Ok. Je suis en train de suivre le chemin. Moi, ma mission à l'école, c'était avoir une formation pluridisciplinaire, être un chef d'entreprise, et au moins, quand mon comptable me parle maintenant, je comprends ce qu'il me dit. Et c'est pourquoi vous avez changé souvent les Voilà, filières. donc c'est vraiment ça. Donc, j'ai eu mon bac en sciences mathématiques. J'avais le choix de choisir ce que je voulais faire. À l'époque, c'était le choix libre. J'étais boursier de l'État. Donc, je suis allé à l'Université catholique d'Afrique occidentale et j'ai choisi sciences politiques. Tout simplement parce que dans notre parcours, on était censé avoir une dose d'économie, une dose de droit. Et voilà, donc, Une dose aussi de management. de management, tout cela. Tout ça pour créer à la fin une entreprise. Voilà. Et vous avez l'opportunité très tôt, vous n'allez pas au champ, vous cherchez d'abord l'argent et il faut passer par un point de transition. Par un point de transition. Donc à l'université, je suivais les cours en économie, je prenais les cours par-ci par-là. Sans compter que je validais mes notes, tout ce qui s'en suivait. Donc le temps libre que j'avais, je prenais les cours en économie. Et première année, deuxième année, on faisait tronc commun. Droit et sciences politiques. Donc là, c'était déjà très bon. Donc le temps libre que j'avais, j'allais en économie pour prendre les cours. Alors tout cela, c'était pour être chef d'entreprise averti, depuis mon jeune âge. Et l'entreprise maintenant, tu commences à quel moment? L'entreprise a commencé, d'abord je suis... Allez-y. Mon parcours entrepreneurial, vous savez, quand on vient en Conakry, je veux bien le dire devant les jeunes, puis comprendre un peu, il ne suffit pas d'avoir des moyens pour entreprendre. Des fois, quand je dis que la galère est bonne, entre griffes, je le dis très bien, mais des fois c'est très bon. Parce que l'échec et les difficultés font partie de la réussite d'un homme. Moi, j'ai été motivé par l'échec. J'ai été motivé par les difficultés de la vie. Je m'explique. Vous savez, tout jeune, tout nouveau à Conakry, tout le monde connaît comment ça se passe un peu. À Kanka, on n'en parle pas, les étudiants qui sont dans cette salle. Donc, j'ai brassé la galère. Difficulté d'avoir du transport à l'école. Je me suis dit, mais voilà, donc je peux faire quelque chose. Je n'ai pas étudié pendant 13 ans pour rien et que j'arrive là. Donc, j'ai fait des flyers. Je suis allé sur l'autoroute. Des prospectus. Des prospectus. Je suis allé sur l'autoroute, j'ai distribué aux passants. Donc, quelque temps. Et qu'est-ce qui était écrit sur ces prospectus? J'ai créé une agence de cours à domicile. Donc, j'ai dit ACD. J'ai dit, bon, voilà. Donc, j'étais question que je fasse répéter les enfants des gens à la maison. Donc, j'ai dit, si vous cherchez un professeur de cours à domicile pour remonter le niveau de vos enfants en mathématiques, physique, chimie, j'ai cité les matières, vous avez une agence à votre service, ACD, agence de cours à domicile. Donc, j'ai mis mes contacts. Donc, j'ai distribué ces flyers. Donc, j'ai reçu 2 heures après, une bonne femme qui m'appelle. Elle dit, ah, mais ça fait longtemps que je cherchais quelqu'un comme ça là pour donner des cours à mes enfants à l'école. Si tu veux, demain même, on peut commencer. Donc, j'ai dit, ok, tu me trouves au bureau. Alors, le bureau dont je parle, c'est un bureau virtuel. Je le dis, c'est très important pour que les gens comprennent que ce n'est pas des moyens qu'il faut d'abord avoir pour entreprendre. Parce que sur toutes les conférences et les forums que nous animons, nous jeunes, on pense que d'abord les moyens. Ok. Alors, du coup, j'ai appelé un grand frère qui travaillait à Wanep, à côté de... Leur bureau était à côté de la pharmacie centrale. Ils ne sont pas nombreux à connaître l'emplacement. Pour faire court, voilà. La femme a confiance, vous confie son enfant, paye... confie son enfant. Je viens, je négocie un grand frère qui n'est pas son bureau. Je dis, grand frère, enlève tout ce que tu as comme proposition dans ton bureau ici, concerne ton bureau. J'ai préparé sa secrétaire. J'ai dit, je reçois un grand client aujourd'hui. Donc, quand il vient dans la salle, fais comme chez moi le patron. Donc, il va me demander, voilà, j'ai fait le bouquin, j'ai porté ma veste. Il est venu, j'ai reçu la femme au bureau. La femme me dit, bon, quand elle m'a vu, je l'ai très bien reçu. Et je lui ai dit, bon, moi, je peux donner les cours à vos enfants. J'ai donné un peu les objectifs que je pouvais atteindre avec ces enfants. Hein? Anciennement, elle payait 300 000 francs. Mais la façon de l'aborder, de la dialoguer, le cadre qu'elle a vu, la personne qu'elle a vu devant elle, elle a accepté de payer 800 000 francs par mois pour répéter ses enfants. Donc, sur ce, du coup, j'ai dit, bon, la condition chez nous, il faut payer minimum 2 mois d'avance. Moi, je cherchais du cash pour payer mon transport quand aller à l'école. Donc, après, il a accepté. Donc, ce jour-là, il n'y avait rien dans la poche. Il n'y avait rien dans la poche. Donc, du coup, la femme n'a pas de problème. Elle a regardé dans son sac, elle a payé 2 mois. J'ai fait un reçu, je l'ai remis. Alors, toute la bonne raison, c'est un parado de résidence à côté là-bas.
moi j'étais à Kakimbo. Donc c'est bon, j'ai 1,6 million, donc j'ai pris ses enfants, j'ai remonté un peu leur niveau pendant 2-3 mois. Donc elle a parlé à la famille d'à côté, l'autre famille, ainsi de suite. D'accord. Donc votre entreprise est ainsi née. Et 2 ans plus tard, vous finissez l'université. 3 ans plus tard, vous avez combien en faisant la révision des enfants? Ça vous fait combien? Bon, je vais juste arriver. Tu as fini l'université avec combien J'ai fini l'université avec 36 millions avec moi. 35 millions. 36 millions. 36 millions. Quand j'ai fait ça à l'université. Et c'est l'argent là que vous allez mettre maintenant dans la terre? Dans la terre. Alors là, je suis resté. J'ai eu 7 familles, 16 familles. Maintenant, j'ai fait la sous-traitance. On la bourse de sous-traitance est là. Donc moi, je cherchais des marchés. J'ai trouvé mes bons amis à l'université qui étaient très bien en marche chimie physique. Donc j'ai dit, bon, mon ami, donc des fois, je prenais entre 20 à 30% des prix que je négociais. Donc ça me revenait. Donc du coup, j'ai acheté 2 motos qui faisaient la supervision. J'ai acheté 2 taxis qui circulaient, ce qui donnait les coûts. Donc vous avez accès, si c'était sur le tronçon, tu peux prendre le taxi pour faire le reste. Donc quand je finissais l'université, j'avais 36 millions avec moi l'université. Quand je faisais l'université. Là, quand j'ai fini, j'ai plié mon sac. Je suis retourné à l'intérieur. À l'intérieur, à Kékédou. À Kissoudou. Parce que là, on avait du potentiel. Mon papa, la famille, on avait des terres. Donc j'ai commencé d'abord à bâtir un hangar. J'ai commencé avec des coquelets. Les coquelets, c'est les poulets blancs pour ceux qui ne savent pas, les coquelets. Donc j'ai commencé avec 400. Après, j'ai revendu ça 4 mois après. Donc j'ai pris, la prochaine fois, j'ai pris 800 et ainsi de suite. Donc jusqu'où j'ai eu une capacité de 6000. Donc tout confondu, poules pondeuses. Mais à côté, je faisais les coquelets, je cultivais la nourriture pour mes poulets. D'accord. Voilà, le maïs. Pour une agriculture intégrée. Intégrée. Donc la fiente des coquelets, la fiente, on appelle fiente, les déchets des poulets, je l'utilisais comme engrais avec des composteurs. Donc finalement, votre affaire s'est prospérée. Voilà, ça s'est développé. L'affaire a prospéré. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en dispositif, en acquis? Qu'est-ce que vous avez? En acquis, aujourd'hui, nous avons une entreprise qui fait 38 emplois, tout confondu, dans le domaine de l'agriculture. Et nous avons un autre actif, un domaine agricole de 100 hectares. On parlait un peu des différentes étapes, d'une ferme avicole, de 4 étangs piscicoles, sur lesquels nous faisons un peu la pisciculture. Et là, aujourd'hui, c'est cela l'entreprise de M. Torno. Voilà. Donc en 2017, c'était une entreprise individuelle jusqu'en 2018. En 2018, j'ai ouvert le capital social. Donc j'ai intégré de nouveaux éléments et je gagne les 70%. Il n'y a pas eu de difficultés? Plein de difficultés, des échecs, des mortalités en levée de fonds, mais qu'on a réussi avec des moyens de bord, donc de surlever. Madame Djakabe Kaba, vous qui êtes avec les femmes, est-ce qu'un tel parcours vous parle? Est-ce que vous avez eu à rencontrer des dames aussi qui sont rentrées comme ça là pour faire l'agriculture et créer leur entreprise? Merci monsieur le modérateur. Je voudrais remercier très sincèrement les organisateurs du SADEM qui ont pensé au thème de l'agriculture qui est aujourd'hui un axe de développement pour l'ensemble de toute la population guinéenne, étant entendu que nous sommes un pays agro-pastoral. En fait, mon expérience est un peu plus différente de celle de mon fils, dans la mesure où il parle d'entreprise individuelle, alors que moi je m'en vais dans l'entrepreneuriat collectif. Bien évidemment, avec des groupes de femmes, au constat global que toutes ces femmes entreprennent, mais qu'elles ne savent pas qu'elles sont des entrepreneurs. C'est ça. Parce qu'elles sont dans les groupements, elles travaillent, mais en réalité, elles ne savent pas qu'elles sont entrepreneurs. Et en leur posant la question, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre entreprise? Ah, entreprise de Sénégal, alors que l'entreprise, c'est justement ce qu'elle fait au plan agricole. Et donc, c'est au constat de cette désorganisation des femmes, la non-articulation des femmes autour des activités concrètes, notamment l'agriculture qui occupe, n'est-ce pas, tout le temps de travail des femmes, parce qu'elles sont sous la chaîne, toute la chaîne du processus agricole, et ce sont elles qui sont là en tant qu'ouvrières. Les femmes, elles sont là
En fait, elles entreprennent, mais elles ne tirent pas suffisamment profit Voilà, de... elles entreprennent, voilà, des mais risques. elles ne sont pas vraiment à la tête de l'entreprise. Elles sont utilisées comme des travailleuses. Mais en ce moment, l'entreprise n'existe pas, madame. Non, ce n'est pas l'entreprise en ce moment. C'est quoi alors? Parce que quand elles travaillent pour le chef de famille. Elles travaillent toutes pour le chef de famille et elles ne contrôlent pas les revenus. Donc elles ne sont pas pour le moment des entrepreneurs. D'accord. C'est au constat de cette situation que nous, on a examiné pour voir d'abord comment les femmes comprennent l'entreprise. Comment on peut les soustraire de cette idée de travailleur social au compte des familles pour devenir effectivement des entreprises collectives de quelles entreprises elles peuvent tirer un profit. Et là, aujourd'hui, vous avez réussi cela Et ou là, pas? aujourd'hui, nous avons réussi, mais au prix de plus de 30 ans d'exercice. Comment ça s'est passé rapidement? Rapidement. Moi, j'ai eu mon expérience avec ma grand-mère, qui était une femme entrepreneur, qui avait au moins 35 têtes de bœuf. Une femme entrepreneur avant l'heure. Oui, avant l'heure. Mais elle aussi, elle quand même, elle était consciente Elle était qu'elle consciente entreprenait. de l'entreprise. D'accord, vous avez la Parce chance. qu'elle avait des bœufs, elle avait tout un cheptel. Et elle ramassait le karité et elle était une accoucheuse villageoise. Donc, en grandissant à côté d'elle, j'ai vu la souffrance des femmes dans la transformation du karité où tout se faisait à la main. On casse pierre contre pierre, on pile main contre bâton, etc., etc. Alors je disais à mon jeune âge, quand moi je vais avoir de l'argent, je vais accompagner les femmes rurales à alléger leurs charges dans le cadre de l'exercice de leur activité. C'est ainsi rapidement que, alors quand j'ai été à l'université, je prenais tout le temps mes congés, les vacances, je venais ici à Kankan et à côté du grand groupement maraîcher qui est là. Il fait 24 hectares de périmètre. Et il y a 188 femmes qui travaillent dedans. D'accord. Alors, je viens... Et non, on se retrouve dans les années combien là? Ça c'est en 70. Déjà? Déjà. Waouh. Donc je viens, je les accompagne, je les conseille, j'achète des petits instruments, des petits outils. Elle ne voyait pas en toi une, excusez-moi, hautaine qui vient de la ville et qui vient s'imposer? Pas du tout. Elles étaient coopérantes? Pas du tout. Elles étaient très coopérantes, sauf qu'elles n'étaient pas tellement ouvertes à l'innovation. D'accord. Parce qu'en termes agricoles, quand tu disais aux femmes, n'arrosez pas, ne faites pas les buts comme des tombes, elles te disaient non, tu es trop jeune. Nous, depuis le temps de nos ancêtres, on fait les buts comme les tombes. Alors que quand tu fais les planches creuses, tu as 3 avantages. Tu n'arroses pas 2 fois, tu n'utilises pas de l'engrais et tu as réduit considérablement ton temps de travail. Donc c'est en ce moment-là que moi j'ai commencé à entreprendre doucement avec les femmes jusqu'à réussir à les mettre. On ne peut pas encadrer un groupe de 180 membres, c'est pas possible. Oui, mais en ce moment-là, en les accompagnant, en les mettant en groupe, vous visiez un intérêt. Comment vous gagnez votre... Parce que c'est ça aussi, vous prenez des risques, mais aussi le profit pour vous. Le seul intérêt pour moi, c'est de parvenir à la structuration des femmes et que les femmes puissent comprendre le but de se mettre en association, en coopérative, pour dérouler des activités et avoir un intérêt. Madame, excusez-moi, j'insiste. En ce moment, vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes plutôt une assistante technique. Bon, les deux peuvent être ensemble. Parce que je ne peux pas comprendre. Les femmes. Vous les assistez, vous ne tirez pas profit. À la fin de la chaîne, vous trouverez que mon entrepreneuriat est issu justement de ce processus-là. En fait, il fallait être... vous avez été patiente. Parce que, oui, parce que vous avez préparé le terrain et aujourd'hui, c'est le groupement-là que vous gérez. Très bien. Donc, ce sont ces groupements qui ont travaillé, en un mot, qui ont travaillé et qui ont pu créer des petites coopératives. Des coopératives de 10 autour de la carotte, coopératives de 20 autour du chou, coopératives de tel. Pour enlever d'abord de leur tête l'esprit du subventionnisme. Ok. Appuyez-nous, accompagnez-nous. Donc, vous avez votre entreprise, on vous conseille là-dessus, vous vendez, vous produisez et vous vendez vos produits et vous constituez votre capital.
Vous avez dit l'une des premières difficultés, c'était d'accepter l'innovation. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés? La difficulté, c'est accepter l'innovation. L'autre difficulté, c'était pour les femmes d'aller vers l'esprit de l'entreprise. Parce qu'en entreprise, on ne dit pas à quelqu'un, donne-moi. Donne-moi de l'argent. Non. On crée avec sa vision, son propre capital, et on avance comme le jeune l'a fait. D'accord. Mais dans l'esprit des femmes, il faut rester dans l'esprit de la révolution. Subvention, subvention, subvention. Ça ne peut pas faire avancer. Ils sont nombreux à penser que pour lancer une entreprise, il faut avoir un soutien d'abord. Tous ceux qui sont là, ils pensent que pour mettre en place une entreprise, créer une entreprise, quelqu'un doit les mettre à la tâche. C'est ce qui est difficile à comprendre. D'accord. Mais pourquoi vous êtes intéressé à l'agriculture? Pourquoi vous avez cherché à structurer ces femmes-là autour des projets agricoles? Parce que l'agriculture est le domaine principal qui occupe les femmes. Ensuite, la transformation agroalimentaire. D'accord. Et donc, en les structurant autour de l'agriculture, nous sommes allés progressivement, jusqu'à augmenter les revenus des femmes en matière agricole, et nous avons augmenté également la production. Okay. La production ayant augmenté, nous nous sommes vus confrontés à une question de vente, d'écoulement des produits. Sur le marché local? Sur le marché même local. À Kankan ici, je donne l'exemple le plus frappant. En mettant les femmes en coopérative, on a créé des petits champs de contre-saison de patates. Et là, toutes les patates arrivent au même moment. Et n'ont même pas le marché de vente des patates. D'accord. Et nous avons négocié ici à Sogwe. On a mis un hangar et on a programmé les gens à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est l'équipe A qui va vendre les patates. Demain, c'est l'équipe B qui va vendre. Après-demain, etc., etc. Pour que cette répartition soit équitable et que chacune puisse vendre pour éviter la perte des produits. Une solution en attendant. En attendant. Une alternative, j'allais dire. D'accord. Merci pour cette première partie d'expérience partagée, Madame Diakeba. Président, nous allons donner la parole à Madame. Vous avez entendu, Madame Diakeba, le souci majeur, c'est vrai, c'était de mettre les femmes en confiance, les amener à innover, mais aussi écouler le marché. Les pouvoirs publics ont des représentants à Kankan. Vous incarnez cela. Quel effort vous faites pour faciliter justement le travail à ces femmes-là, pour continuer à les encourager à rester dans l'agriculture, dans leur secteur? Bon, nous, notre rôle, c'est pratiquement la conception et l'élaboration en matière de commerce et le suivi. Bon, comme l'a dit Madame Diakagbe, elle a suivi la chaîne jusqu'au niveau de la commercialisation qui fait défaut. La commercialisation au départ, effectivement, les femmes ont eu, ceux qui sont là-dedans, impliqués là-dedans, ont eu des problèmes d'écoulement. Mais moi, je pense que non seulement dans la commune et dans les sous-préfectures qui ont des marchés forains, chaque sous-préfecture a un jour où ils commercialisent. Là, c'était aussi une source d'écoulement. D'écoulement pour ceux qui sont, ceux qui viennent de débuter. Mais quand voilà, ils viennent de rentrer dedans, quoi, en fait, dans la commercialisation. Ensuite, il y a aussi une ONG des ONG de la place telle que Agissa qui s'occupent de ces femmes-là, de certaines femmes qui sont dans ce domaine-là, qui les appuient à écouler non seulement à Kankan. Comment ces ONG font? C'est prendre la production des femmes, aller faire passer, leur ramener l'argent. Ils leur montrent le chemin pour non seulement écouler dans la région de Kankan et ensuite en dehors même de la région de Kankan, pour aller aussi vers ces gens-là, pour échanger avec eux dans les régions, dans les pays limitrophes, pour échanger avec eux et comment faire écouler nos produits. Là, c'est un. De deux, il y a eu aussi des rapages quelque part avec nos producteurs, surtout les femmes. Quand elles produisent bien, elles vont à un pays limitrophe comme le Mali. Là-bas aussi, le Mali prend, ils le conditionnent bien et ils font vendre ça à l'extérieur avec le label de ce pays-là. Alors que c'est un produit de donc, vous pensez que le problème fondamental dans l'écoulement, c'est la qualité
des produits, Bon, il ne peut le pas conditionnement. avoir de commercialisation sans production, mais qu'il y ait aussi au moins que ça soit dans les normes et qualités. Dans les normes et qualités pour être au niveau des autres pays avec lesquels nous sommes compétitifs. Là, mais quand le produit il est là, il est bien là et la commercialisation est facile. Excusez-moi, on revient à Mme Diakabé. Madame Diakabé, est-ce que pour vous, cette vision, le fait de voir, de veiller sur la qualité des produits, ne freine pas vos productrices? Bon, la qualité dépend de deux aspects. Nous, par exemple, nous sommes engagés dans la production propre, la production bio. Et je m'en vais vous informer que moi, j'ai pris le premier prix international de bonne pratique agroécologique des femmes à Rio + 20 au sommet de l'alimentation. Et alors, c'était en présidence en 2012 du président de la République et de 6 chefs d'État africains. Et ça, c'est l'expérience des femmes rurales dans la production agroécologique. Et le chantier école se trouve à Kissidougou, il est visible même aujourd'hui, où les femmes ont travaillé à réussir leur production sans mettre de l'engrais. Ainsi que les aménagements. Oui. Mais la qualité du produit dépend depuis la production. Parce que dans le cas... C'est pas seulement l'emballage. Non. Quand vous mettez aujourd'hui, vous voulez faire la confiture, par exemple, les pâtes de piment, vous voulez faire les pâtes de carottes, des pâtes de gingembre, etc., etc. Si vous avez mis assez d'engrais sur les produits à la production, le produit fini que vous transformez va comporter des matières dégradables qui vont affecter la qualité de vos produits emballés. Cependant, ce qu'elle dit est aussi important dans la mesure où le prix, la valeur ajoutée de ces produits ne dépend que de leur qualification. Et là, ça c'est pour conquérir le marché, marché international. Voilà. Au-delà du fait de demander aux femmes de produire une quantité de patates par jour. Oui. Madame, pour revenir et finir sur ce point avec vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité à ce que, ici dans la région de Kankan notamment, qu'on puisse par exemple produire, je prends la mangue. La mangue. Aujourd'hui, pour ceux qui produisent la mangue, comment tirer profit de cette production-là? Bon, la production de la mangue avant, vraiment, c'était pas ça, c'était pas rose. Mais je crois que depuis 2018, on a inauguré la plateforme de la filière mangue à Kankan, la filière mangue pour le conditionnement et la commercialisation de la mangue. Et il y a eu un preneur malien en 2018 qui a fait ses preuves ici et qui a pu vendre au Maroc en passant par Bamako, et le cargo effectué ce vol-là. Madame, on ne comprend pas. Des producteurs maliens? Non, pas les producteurs économiques maliens qui appuient la gestion de la plateforme et qui travaillent avec les producteurs de mangue à Kankan. Et pour aller revendre au Maroc? Non, il y a eu des preneurs. Les Marocains sont venus, ils ont payé et on a convoyé ça à Bamako et ils ont pris le cargo pour envoyer ça. Ça, c'était en 2018. 21 tonnes 500. 21 tonnes? 21 tonnes 500. Wow. Bon, en plus, en 2019, ils ne sont plus revenus parce qu'il paraît qu'ils avaient des problèmes financiers et le ministère a fermé la plateforme. Donc, ça n'a pas été opérationnel en 2018. Et les 21 tonnes, peut-être qu'ils attendaient encore au pourri ici? Non, ça c'est déjà écoulé et Agipex a géré ça. Oui, mais l'année qui a suivi, l'année qui a suivi, non, ça n'a pas marché. Donc les producteurs ont perdu? Voilà, les producteurs ont eu un problème d'écoulement en fait. Ils ont eu un problème d'écoulement. Peut-être qu'il y a certains qui venaient du Mali, chacun d'eux a des contrats de vente avec les producteurs maliens et sénégalais qui prenaient les mangues dans les frigos et envoyaient. Oui, mais face à un tel échec, vous conviendrez avec moi que ça va décourager des jeunes qui voudraient aller dans l'entreprise, notamment dans ce secteur. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place? J'en viens. En 2019, là, tout récemment, il y a eu un grand opérateur de la place qui est venu. Faites l'effort de venir vers le micro aussi. Un opérateur économique de la place qui a fait ses preuves à Kindia, qui est venu et on a visité là-bas avec le préfet et moi. Et il a promis de refaire le retour
et arrivé au ministère à Conakry, il va aller voir le ministère du Commerce et Agripex pour en discuter. Je pense que ce sera aussi une solution pour une solution pérenne. Monsieur Tonlo, vous voyez, on vous épargne un peu parce que vous avez des problèmes avec la voix, mais votre expérience ne peut pas nous permettre de vous laisser assez longtemps. Comment vous faites pour écouler vos produits? Pour écouler nos produits, nous utilisons un circuit court. Très généralement, le riz, nous le livrons au dernier consommateur. Pour deux raisons. La première raison, on essaie d'éviter les intermédiaires, beaucoup d'intermédiaires. Et de nos jours, le mois de mars prochain, nous sommes en train de développer, nous livrons au dernier consommateur. Directement? Oui, nous produisons. Mais vous passez par le marché? Non. Donc nous livrons au dernier consommateur. Pourquoi? Vous savez, chaque entrepreneur a son modèle économique. Si vous achetez le riz à 4 000, à 5 500 à Conakry, et nous on vend au premier grossiste à 4 000 francs, alors nous, si vous êtes intéressés, il y a des familles qui sont abonnées avec nous. Par exemple, nous dites on a besoin de 100 kilos, j'ai besoin de tel nombre de kilos, j'ai besoin de 100 kilos, j'ai besoin de 200 kilos par mois, etc. Alors là, notre riz est épargné de tout ménage. C'est qu'est-ce qui arrive? Le riz que nous, producteurs, nous faisons, ce n'est pas nous qui gâtons la qualité du riz. Mais c'est les intermédiaires qui prennent les mauvaises qualités, le riz qu'ils ont mal conservé, ou l'huile, ils viennent à Conakry, ils mettent les colorants là-dessus, ils ajoutent autre chose. Ce n'est pas le producteur. Ce n'est pas le producteur. Parce que quand c'est produit, l'huile est produit à la base. Là, c'est la qualité. Et la formule là marche aujourd'hui? Vous parvenez à écouler la formule marche très la bien. volaille, les œufs, le riz? Oui, ça marche très bien. De nos jours même, nous avons mis en place une plateforme, une application qui est déjà développée. On est en train de la tester un peu avant. Nous voulons faire le lancement le mois de mars prochain. Donc c'est une plateforme prochaine. Nous avons au jour d'aujourd'hui 137 familles que nous servons de part et d'autre. Maintenant sur la plateforme prochainement, quand on va lancer, donc si monsieur vous êtes intéressé, donc vous allez sur notre plateforme. Mais est-ce que dans votre production, c'est vrai que madame a parlé de production bio? Et vous, je comprends que vous pourrez faire la production bio avec les fientes et autres choses là, peut-être jusqu'à la fin. Mais est-ce que votre production répond aux soucis, à la rigueur de qualité de madame? Et est-ce que cela accroît vos chances encore de gagner plus? Alors, produire bio, c'est dire bio, madame, il y a des normes. Nous faisons le mieux que nous pouvons. Nous faisons le mieux que nous pouvons. Parce qu'il arrive des fois qu'on est attaqué par certaines maladies. On est obligé d'utiliser les insecticides et tout ce qui s'ensuit. Mais en termes d'engrais, par exemple, c'est la fiente de nos poulets que nous utilisons pour faire le compostage et nous les mettons au niveau du champ. Mais il arrive aussi que nous faisons certaines corrections à certains endroits, par exemple, avec de l'urée, quand ça ne marche pas très bien. Nous ne faisons pas du bio 100%, mais nous sommes sur une démarche qualité. Nous avons une démarche qualité qui doit nous amener à produire bio. Aujourd'hui, vous avez tous évolué, madame, avec son groupement et les centaines, voire des milliers de femmes. Vous aussi, en tant que jeune entrepreneur, vous comptez en termes de millions, milliards. C'est vieux. Vous avez parlé de certaines difficultés. Comment est-ce que vous avez fait pour contourner ces difficultés-là? Parce que c'est possible qu'il y ait d'autres qui soient dans les mêmes difficultés aujourd'hui, mais qui ne savent pas comment s'en sortir. Bon, les difficultés sont de plusieurs ordres. Mais en toute chose, il faut mettre la priorisation. Parce qu'on ne peut pas se mettre à lutter contre à régler toutes les questions à la fois. Nous, en matière agricole, comme je l'ai dit, en mettant les femmes en groupe d'intérêt, nous sommes parvenus à créer ce qu'on appelle la coopérative des femmes, la COFRAZAD. Donc la coopérative des femmes rurales pour la sécurité alimentaire, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et donc, c'est déjà que l'esprit de subvention a quitté avec la coopérative. Parce que la coopérative, chacune gagnera au prorata de son effort, de sa mise. Sans injustice. Sans injustice. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons alors, avec l'augmentation de la production, nous avons mis encore des structures en place de transformation. Juste aller vers la création de la chaîne de valeur. Parce qu'avec la production, elle ne pouvait pas écouler le tout.
ce qui restait, il aurait fallu le transformer en produits séchés. Donc avec la coopérative, les produits ont été effectivement séchés parce que le point de départ, c'est AGAFEM, Association guinéenne pour l'allègement des charges féminines, une organisation féminine non gouvernementale à but non lucratif. Et que la coopérative est à but lucratif. Alors, donc, dans la coopérative, elles ont produit, mais elles ont eu également des questions de vente. D'où la nécessité alors de créer la petite entreprise que nous avons dénommée la Guinéenne des terroirs. Donc la Guinéenne des terroirs est une entreprise coopérative au service des femmes rurales pour les permettre d'écouler leurs marchandises, leurs produits locaux en respectant toutes les règles de santé, d'hygiène, de présentation. Donc dans ces trucs, vous avez des produits phares tel que le Fonio, le président de la République nous a accompagnés et accompagné toutes les femmes de Guinée pour rendre la qualité très bien. Et c'est dans ce cadre-là que justement, je voudrais emboîter le pas à madame. Cette question de vente de nos produits bruts à Bamako, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, ne peut pas continuer. Il faut que nous ayons des chaînes de transformation ici en Guinée pour avoir nos produits bien présentés, bien vendus, n'est-ce pas, à des coûts que nous-mêmes nous fixons. Donc nous allons alors vers l'esprit du commerce équitable et nous réduisons, comme il l'a dit, la chaîne des intermédiaires. Parce que l'intermédiation crée la difficulté à l'agriculteur. Et avec le chef de l'État, on vous a vu vraiment parcourir, arpenter le pays, mettre à la disposition des machines. Bien sûr. Vous êtes spécialisé dans le truc des pognon. D'accord. Et c'est des produits comme ça et que nous sommes non seulement... Mais madame, ça c'est rouge. Agricole. C'est rouge C'est rouge, c'est du fonio rouge. Alors, ouais. Donc nous avons également... Mais déjà, moi, tu me présentes ça, j'ai peur. Vous allez le voir. Et nous avons aussi des emballages pour les mangues. Et je vais dire aussi qu'avec la Guinéenne des terroirs, les femmes rurales ont deux choix. Soit elles vendent leurs produits à la Guinéenne des terroirs et on leur donne le prix juste à la production avant et elles travaillent. Ou bien elles mettent leurs produits dans la boutique solidaire de la Guinéenne des terroirs. On vend à leur prix avec un pourcentage que la boutique garde. Et je m'en vais vous dire que nous sommes aujourd'hui, je suis très heureuse de voir la bourse. Nous sommes à la bourse aujourd'hui et nous sommes admis dans un programme de la bourse et nous attendons les formations pour une certaine performance, n'est-ce pas, à accomplir les activités. Félicitations, elles sont nombreuses peut-être à vouloir vous rejoindre, surtout que des barrières en termes de difficultés se lèvent. Juste madame, on viendra pour conclure, on va prendre deux questions. Monsieur Tolno, vous, les difficultés aujourd'hui pour un jeune, peut-être le parcours ne sera pas comme ton parcours. Pour un jeune, qui voudrait vraiment se lancer dedans, et un jeune aussi qui est déjà dedans, mais qui est bloqué quelque part. Quelles sont les difficultés à se monter rapidement? Alors, j'ai vraiment envie de bien développer cette partie-là, parce que dans beaucoup de conférences ou beaucoup de trucs au café que nous faisons, il y a des difficultés dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. La première difficulté dans l'entrepreneuriat que j'aime souvent dire aux jeunes, ils diront que c'est trop dit, mais c'est un état d'esprit qu'il faut d'abord avoir. Ah oui. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Les difficultés de financement dont on parle, l'accès au financement, certes, il y a des difficultés. Et c'est à un certain niveau. À un certain niveau. Je défie tout le monde. Ici, les jeunes qui disent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Entreprendre, ce n'est pas un problème d'argent. Moi, je connais des IMF, des zones de microfinance, qui te demandent pardon, viens prendre l'argent. Ce problème ne se pose pas. Je défie tout jeune, ici, s'il a un bon esprit d'entrepreneuriat, s'il a un esprit très fort, il a un projet auquel il croit, pour un montant raisonnable, je dis bien raisonnable. Moi, je donne mon propre exemple. Il y a eu une microfinance qui m'a accompagné, où c'est le lit de chez moi, la moto de mon frère et la 4e que j'avais, que j'ai mis en garantie. Vous pouvez le croire? Ça existe. Des microfinances, chaque modèle économique, chaque besoin, il trouve des solutions adaptées à cela. Ok. Vous comprenez? Maintenant, on a grandi. C'était les montants de 25 millions, 30 millions, etc.
Et je vous avoue qu'il y a des moments où même on nous obligeait d'encore prendre de l'argent. Donc le problème financier dont je ne parle, il faut juste aller confronter les gens, discuter avec eux. Les banques qui sont là, ils sont en sous-liquidité. Il y a des problèmes. Moi, il y a des mésofinances qui m'ont accompagné. Microfinance, c'est les mésofinances qui m'ont accompagné. C'est un montant de 400 millions par exemple, où je n'ai pas donné un titre foncier. C'est la voiture des gens que je suis allé. J'ai dit, grand frère, je fais tel projet, je crois en mon projet. La banque croit, elle dit, envoie-moi ma garantie. Passez-moi le coupon de votre voiture. Passez-moi tel coupon, grand frère. C'est comme ça qu'ils les coupons. 4 coupons de voiture. Pick-up, etc. Donc ils devraient couvrir la charge. Vous leur retirez leur carte, comment les cartes grises. La carte grise, vous leur retirez ça, vous allez mettre ça à la banque. Voilà. D'accord. Je mets en garantie l'hypothèque qui dit que bon, si je n'embourse pas l'argent, sa carte grise, voilà, sa voiture est hypothéquée. Et dit non, petit, je te fais confiance, prends ça. Et de nos jours, nous avons évolué. Bon, nous on n'est plus au niveau micro, on est venu au niveau méso. Alors, nous avons un projet de mécanisation et de production pour augmenter la productivité, de transformation globale. Là, dans nos démarches, nous avons, par rapport à notre réseau de contacts, nous avons fait venir des partenaires français, on a payé les frais, pour mettre en place un complexe avicole intégré, où nous produisons déjà le maïs, une fabrique d'aliments volailles, et voilà, fournir l'aliment pour nos fermes et pour le marché local. Toutes les études sont disponibles. Et cela demande combien? 700 000 euros. Et donc, on va les débloquer. Vous pouvez enlever ça rapidement, vous n'avez pas de peur? Non, je n'ai pas peur. Vous savez où trouver l'argent là? On sait où trouver l'argent, on va se battre. Vous savez ce que j'aime souvent dire aux gens, il faut affronter les difficultés. Il ne faut pas qu'on reste assis là, dire qu'il y a un problème. C'est vrai que vous m'avez confié que vous comment nous allons débloquer cela? Vous m'avez confié que vous ne reculez devant rien. Je ne recule devant rien et ça, on va le débloquer. Le principe est très simple. Déjà, nous avons fait un réseau. J'ai un ami dans la salle ici, Mamadou Saliou, l'entrepreneur visionnaire. Avec d'autres, on a fait un réseau. Nous avons fait un réseau des entrepreneurs. Parce que moi, quand je vais voir un banquier, il y a un banquier qui m'a refusé 2 fois. J'ai dit, toi, tu n'as pas le droit de me refuser. J'ai vu son DG. Je crois à mon projet. Ils m'ont financé 350 millions. Je ne crois pas avoir affronté un banquier et je n'ai pas eu de financement. Peut-être que ce n'est pas la même chose, mais tout simplement, c'est un problème d'état d'esprit. Ok. Donc il faut développer l'état d'esprit. J'ai ouvert le premier jour mon compte bancaire où je suis venu, je n'avais jamais d'argent. Il dit, mon ami, il faut que tu aies tel million de. Je dis, monsieur, je n'ai pas ça. Donne-moi le crédit, tu enlèves ça dedans. Donc nous avons fait un réseau. Sur le plan régional, avec nos amis de la Côte d'Ivoire du Mali, bon ça c'est un peu très grand, nous avons créé le REAO, le réseau des entrepreneurs agricoles d'Afrique de l'Ouest. Sur le plan local, nous avons des amis, nous sommes 7, nous avons créé un réseau d'entrepreneurs agricoles. Donc au réseautage, un peu pour reprendre ce qui se disait dans le premier panel. On va affronter la banque. Nous avons besoin d'argent pour faire ça. Alors chacun de nous essaie de mettre ce qu'il peut mettre en garantie. C'est ça. On propose des garanties à la banque, on dit voilà ce qu'on peut faire. Donc chacun peut trouver les solutions à son problème. Il faut avoir un bon état d'esprit pour résumer ce que vous avez dit. Et cela, ces propos-là rejoignent un peu ce que il n'est pas là, docteur Keita, il n'est pas là, mais au téléphone, la conversation qu'on nous a eue, il a dit à peu près la même chose. On ne décrète pas un entrepreneur, on ne fabrique pas un entrepreneur agricole. Ça part d'une certaine mentalité et pour être préparé à surmonter lui aussi. Problème d'argent, il dit que non, ce n'est pas le problème fondamental en Guinée. Il a même dit que les dernières années, la Guinée a au moins reçu quelque chose de 2 milliards de dollars en francs guinéens, plutôt de dollars américains. Qu'est-ce qu'on en a fait? Une mauvaise gestion après. Mais ceux qui ont eu un bon état d'esprit ont réussi à tirer. Madame, voyant la difficulté qui se pose, juste pour finir, aujourd'hui, quelle assurance vous donnez à tous ceux qui se posent encore des questions en termes, au niveau de la chaîne finale, s'il faut l'appeler comme ça, en termes d'appui public pour faciliter les écoulements, pour accéder maintenant à d'autres marchés? On a les fonio, on a les mangues, on a d'autres choses dans la carte. Oui, bon, c'est à des degrés différents, parce que les mangues déjà, là, ça passait par les voies, là, par le Mali, qui est plus proche de nous, et le cargo les emmène. Ça, c'était la première expérience. Bon, maintenant, ce qui concerne l'anacarde, ça passe par Conakry. J'ai géré ça pendant 3 ans et bientôt nous allons rentrer dans la campagne de commercialisation de l'anacarde. Là aussi, le ministre a pris des réformes pour ça et il travaille avec les exportateurs directement. Il y a la chaîne qui est là, les producteurs, il y a les acheteurs, il y a les collecteurs, ensuite il y a les exportateurs pour drainer ça dans les sacs juste à Conakry et avec l'appui de l'Agipex, là c'est convoyé et je crois qu'on les paie au niveau de Conakry là-bas. Bon.
Quant aux autres, comme je les appelle les génies en herbe, comme l'a si bien Mme Diakagbe, elles ont commencé par des tontines jusqu'à avec les institutions financières et aujourd'hui avec la MUFA et comment dirais-je, les MC2, je crois qu'ils s'en sortent un peu. Maintenant, ce que moi je vais dire, mon dernier mot, c'est rassurer les jeunes de venir vers la production et pour vraiment un avenir radieux et en commercialisant. Ensuite, elle a parlé des boutiques, même au ministère du Commerce aussi. Le commerce a une boutique là où tous les produits bien faits, bien finis, conditionnés sont là-bas en vente. Elle le sait elle-même, elle a la Guinée des terroirs à ses produits là-bas au niveau de notre boutique au département du commerce. Merci pour cette contribution. L'agriculture, une voie pour les jeunes, la voie de la richesse, la voie de la réussite, la voie de l'épanouissement. Nous allons prendre 2 à 3 questions. Il nous reste juste 16 minutes avant de boucler ce panel. J'aurais aimé vraiment que les réactions soient directes. Pas de commentaires, juste des questions brèves à nos panélistes. Je cherche d'abord des dames. Le micro volant, voilà. Le micro volant, madame, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de micro? Ils amènent le micro. D'accord, super. Des questions bien précises, s'il vous plaît, on va modérer. S'il vous plaît, on va très bien gagner nos 15 minutes là. Elle est là-bas, de l'autre côté. Allô. Et moi, je m'appelle Hadiana Terenkonde. Je suis la présidente du consortium de 2 ONG. Je remercie beaucoup le gouvernement pour la décentralisation de ses activités. Et je remercie aussi les organisateurs de SADEM. Ce que moi je demande, et ma question est adressée à Madame la directrice de commerce. Aujourd'hui, nous sommes dans le salon de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat de Guinée, pas féminin. Je m'excuse. Je crois que les jeunes peuvent créer des entreprises. Comme nous, les femmes, on a créé des entreprises. Ça fait longtemps que nous avons créé des entreprises. Mais le problème qui nous a empêchés de partir là où nous voulons, c'est le problème d'emballage. Parce que la chaîne de valeur, l'emballage, c'est l'ambassadeur pour faire la commercialisation. Si vous voyez que les Maliens exportent nos fonios en France et autres là, parce qu'il y a des bons emballages. Le gouvernement assiste les transformateurs de produits pour avoir des bons emballages. Je demande à Madame le Commerce de nous aider, les transformateurs de produits, pour qu'on puisse avoir vraiment des emballages appropriés pour la transformation des produits. Merci Madame. Réaction rapide, comment aider ces femmes-là vraiment à pouvoir bien présenter leurs justement, produits? il n'y a pas de commercialisation sans un produit fiable et viable et bien emballé pour être compétitif à l'avenir. Donc ça, c'est déjà un problème. Mais avec les réformes futures, avec le ministère du Commerce, je pense qu'il y a bientôt sur place des usines qui vont confectionner des emballages pour les mettre à notre disposition au lieu d'aller ailleurs et s'approvisionner en emballage pour que ça soit attrayant. Sur cette question. Pour le moment, avec la Guinée des terroirs, lors d'un atelier à Plaza, elle nous a présenté des emballages. Et moi, elle m'a commis à la tâche pour voir les différentes femmes qui évoluent dans l'entrepreneuriat de venir vers elle pour acheter ces emballages qui sont encore attrayants. La preuve en est, elle a déjà un stand là-bas où les emballages y sont. Mais beaucoup préfèrent aller à choses comme à s'approvisionner à Bamako et que au lieu de prendre ici directement. Là, si vous prenez directement ici avec la Guinée des Terres qui est une première et qui est là pour innover et faciliter la tâche aux femmes, je pense qu'elle doit commencer par ça là-bas au lieu d'aller jusqu'à Bamako ou bien à Dakar. Nous allons le convaincre qu'il y a le meilleur emballage. Madame, vous avez une confidence du chef de l'État sur ces questions d'emballage. Où nous en sommes? Bon, je voudrais dire ici que notre gouvernement a compris que le développement d'un pays n'est pas seulement fondé sur les mines. C'est en cela qu'il a aussi pensé à promouvoir le premier chef l'agriculture avec toute la chaîne de valeur et il a pris l'axe
de l'agriculture comme l'axe prioritaire du plan stratégique du gouvernement. Pour toutes les personnes informées, c'est ça. Et la mise en place de différents programmes permettent aux gens, même aux plus démunis, de rester dans l'inclusion financière même. Qu'est-ce qui peut empêcher les productrices d'aller à Bamako? Ce qui peut empêcher, c'est leur compréhension de la vision du chef d'État. Et cette vision dit quoi? Cette vision dit, mettez-vous ensemble, je vais vous aider. Le président de la République ne peut pas prendre une transformatrice à Kankan et l'aider, une transformatrice à Conakry. Non, c'est toutes les transformatrices qui doivent se mettre ensemble, avoir une vision d'ensemble du développement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a identifier... on peut accéder à de meilleurs emballages? Oui, mais bien sûr. Okay. Identifier leurs besoins. Toutes les transformations de Kankan. Vous identifiez votre besoin en emballage plastique, en emballage de vitrerie, avec les différentes dimensions. Vous constituez un tout. Vous faites un projet, vous déposez à l'initiative présidentielle. Le président de la République, il est ouvert. Les femmes, oui ou non, il est ouvert. Ben, ils n'ont pas eu accès au président, ils ne peuvent pas maintenant, non, il est ouvert. Maintenant, si les femmes veulent avoir des emballages personnifiés, alors là, c'est ce qui va être un problème. Mais emballage pour tout le monde. Pour tout le monde, et chacun prend, il personnifie. Vous êtes la bonne adresse de la Guinée Non, ben donc parler l'initiative. C'est la bonne adresse. Donc madame est là, vous pouvez prendre son contact pour les questions d'emballage. Il faut qu'on insiste sur la question de l'ensemble. D'accord, se mettre ensemble. Aller ensemble. D'accord. Voilà. C'est le groupe qui gagne. Oui, monsieur. Ok, merci. Et je remercie tout le monde. Et je remercie aussi Sadem de m'avoir passé le micro. Et moi, je m'appelle Mohamed Soare. Je suis un entrepreneur. Je suis le directeur technique de l'usine plastique de Kankan, UPK Messar. Et en même temps, je possède une entreprise en ligne qui est Sontech, une entreprise de création de petites applications et des logiciels de gestion, en même temps des bases de données pour mettre à la disposition des autres entrepreneurs pour la bonne gestion économique de leur entreprise. Maintenant, ma question vient à ce niveau parce qu'ici, en voyant le débat, c'est comme si on a l'impression que pour faire une entreprise, il faut uniquement et forcément se baser sur l'agriculture. Pourtant, tout le monde ne peut pas se baser sur le seul axe. Il y a d'autres axes d'entrepreneuriat que les jeunes peuvent faire. Nous vous comprenons. Voilà, ok, je comprends. Maintenant la question. Porte sur l'agriculture. Ok, je comprends. Je comprends. Excusez-moi, parce que je vois si on parle de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat jeune. Et nous sommes tous venus dans ce cadre-là, comme le monsieur il a expliqué son parcours. Monsieur, oui. S'il vous plaît, acceptez. Il y a d'autres panels qui vont venir et qui vont essayer de s'ouvrir à d'autres. Mais ce panel-là, il est exclusivement réservé à l'agriculture. Comment tirer profit de nos potentiels? Les jeunes peuvent gagner leur vie. Oui, est-ce qu'il y a possibilité d'entreprendre? C'est ce que ce panel-là dit. C'est ce panel-là qui le dit. Il y a d'autres panels qu'ils ont prévus. Et là, vous aurez satisfaction. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème, merci. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Moi, je suis Sekou Kondé, je suis le premier vice-président de la société civile régionale et président du conseil d'administration de l'association guinéenne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Je voudrais poser une question et exprimer une inquiétude. L'inquiétude, nous avons en partage de frontières certains pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, qui viennent prendre à vil prix notre production avec nos braves producteurs qui sont ici dans la salle. Il y a lieu de faire en sorte, pour ne pas noyauter un peu le travail que Adja Diakagbe fait dans le cadre de la transformation du FONIO, comment discipliner ces pays limitrophes en venant enlever notre production et
vendre sous le label malien. Parce que souvent, quand vous êtes aux États-Unis, on vous demande du fonio malien qui vient de la Guinée. Ensuite, la Haute-Guinée est une zone productrice de fruits, de riz, de beaucoup de diversité sur le plan agricole. Une usine de jus de fruits existe, mais je ne vois pas en quoi ça sert un peu nos producteurs dans le cadre de la transformation et l'écoulement. Le projet coton existe également dans le cadre de l'agriculture. Ce sont ces membres qui sont ici. Comment les appuyer en vue d'étendre cette production pour mettre en valeur cette culture qui est une des premières au niveau de la Haute-Guinée. Et une culture qui intéresse les femmes et les jeunes, madame? Oui. Coton, oui, donc coton, voilà un peu ce que je veux exprimer. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des possibilités? Oui, allez-y. Bon, la question que M. Condé pose, son inquiétude, c'est qu'il devrait comprendre que nous sommes dans l'espace de la CEDEAO. Ça, c'est pour la première question. Voilà, où les lois régionales et internationales disent que les hommes doivent circuler librement avec leurs biens. Nous n'avons pas de leçons à donner ou de discipline à imposer à l'extérieur pour venir prendre nos produits. Cependant, nous pouvons créer des conditions de limitation de la sortie de nos produits. Le jeune a parlé de réseautage. Je vous dis que le doigt ne peut pas prendre quelque chose. Il faut qu'on soit ensemble, que nous ayons la vision du développement. Nous avons un gouvernement qui nous accompagne. L'accompagnement primaire ici, ce que nous voyons, nous avons la PIP qui crée aujourd'hui l'entreprise en 3 heures. Pour créer une entreprise en la PIP, 3 heures. Tout est fini. RCCM, tu as tout. Tu as la guide qui est là pour accompagner les entrepreneurs, les informer, renforcer leurs capacités en toutes circonstances. Aujourd'hui, les producteurs sont là. Il y a des formations qui donnent. L'organisation paysanne est là. Ça, c'est tenir la compétition. C'est là. Tout ça, c'est fait pour que nous puissions, en d'autres seins, mettre des organisations pérennes de vigilance pour que nos produits ne sortent pas. C'est cette question qui a fait mal au président de la République. Il a barré la route au fonio ici il y a 2 ans. Il a racheté tout le fonio de la sous-région, madame est au courant, et il a donné 2 milliards de francs aux femmes ici à Kanka. Mais qu'est-ce que nous faisons de cet avantage? Et il a donné la possibilité des femmes de constituer un capital à partir du détaillant du fonio. Tu laves 10 tonnes, groupe lave 10 tonnes, vous avez 30 millions. Vous voyez? Donc ce que moi je vais dire, c'est qu'il faut qu'on puisse créer des ensembles. Que le cultivateur, le paysan cultivateur, se limite à sa culture. Voilà la chaîne de valeur. Que le commerçant, vendeur de produits, aille acheter au champ. Mais Tonlo n'est pas d'accord, hein? Tonlo n'est pas d'accord. Tonlo lui-même, il va là. C'est la manière de parler. Sinon, il est d'accord. Voilà. Mais c'est ma façon de résoudre le problème à mon niveau. Voilà. Vous voyez? Parce que dès l'instant que le paysan devient vendeur, il va vendre au prix du marché et le commerçant n'aura plus, la chaîne est coupée. Donc, le commerçant, moi j'ai pris 10 tonnes d'igname avec les gens, ils sont là, ils sont présents. Je leur demande, vous vendez le kilo à combien? Nous vendons le kilo à 30 000. À Cancan, le kilo est à moins de 10 000. Ça ne marche pas. Que les commerçants, eux, ils fixent leur prix. Que les commerçants aillent jusqu'à Borchamp, où ils viennent prendre avec une marge. Que eux, ils viennent au marché, les transformatrices prennent avec un coup, ils transforment. Comme ça, on peut barrer la route. Rien ne sort. Et on peut imposer... Mais madame, il y a un problème à ce niveau. Quand on dit ils viennent le sort, les gens, ils cherchent l'argent. Les gens, ils cherchent l'argent. Mais il faut une discipline. D'accord. La loi, elle est incolore. Oui, mais il faut les aider à gagner mieux. Personne n'est au-dessus de la loi. Si le président a dit qu'aucun grain de fonio ne sorte, les frontières ont été barrées. Le fonio n'est pas sorti. Il n'est pas sorti parce que nous avions faim. Il n'est pas sorti. Le temps de se réorganiser et de mieux pour madame, le dernier mot est à vous. Justement, il y a sur un ces questions-là. Comme elle l'a si bien dit, la chaîne,
Le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez constater un producteur qui est acheteur, qui est exportateur. Si on respectait cette chaîne-là, je pense que ça allait beaucoup marcher. Les producteurs se limitent à leur production, ceux qui transforment, ceux qui vendent, ceux qui exportent par Agipex, ils le font. Parce qu'on ne peut pas tout consommer. Voilà. La manière dont nous importons, c'est comme ça que nous devons encore exporter. On a besoin des produits de certains de certains pays, et ces mêmes pays-là aussi ont besoin aussi de nos produits. Voilà, mais il faut que ça soit structuré et le respect de la chaîne de valeur. D'accord. Dernier mot pour tous ceux qui sont aujourd'hui tentés par cette histoire d'agriculture, par l'entrepreneuriat. Quel petit conseil, vous, jeunes, vous pouvez leur donner en 2 ou 3 mots? Alors, le petit conseil que je peux donner à mes amis, à la jeunesse, c'est leur dire de ne pas avoir peur. L'entrepreneuriat agricole, c'est l'acteur principal de notre développement. Et les difficultés qu'ils voient assis, ce sont pas les mêmes difficultés qui sont sur le plan pratique. De nos jours, chaque difficulté, il y a une solution. Vous avez un problème, cassez-le en plusieurs parties. Je vais donner mon propre exemple. Nous cherchons à lever 700 000 euros. Nous avons décomposé notre problème. On a une partie du problème qu'on confie à la bourse de sous-traitance qui est là. Ils ont un modèle d'économie, le leasing. Ils vous aident à mettre en place, à avoir des équipements, et après vous les remboursez comme garantie. Il y a un autre problème qui se pose, il y a des structures qui sont là. Donc je vais dire aux jeunes, après le temps est très court, donc osez, si vous avez des difficultés, rencontrez-nous pendant les tables rondes, on va voir comment on a réussi à défier ces difficultés-là. Osez entreprendre et confiez-vous à ceux qui sont déjà devant. Oui, madame, quel conseil vous pouvez donner à toutes ces femmes, à tous ces jeunes? Le conseil que je dois donner aux femmes, je crois que les femmes sont déjà devant. Il suffit seulement de les booster un peu pour que nous soyons vraiment au même niveau que les autres pays. Mais quant aux jeunes, je les rassure de revenir encore à la terre. Je pense qu'ils vont trouver leurs problèmes, leurs solutions là-bas. Il y a du bonheur là-bas. Oui. Le dernier mot, madame Kaba? Oui, bon, le dernier mot que je voulais dire. Peut-être que vous allez porter au cas où vous passiez comme député. Ça serait une façon, peut-être des nouvelles lois déjà auxquelles vous passez. Non. En fait, moi, le dernier mot ici, c'est le dernier mot que le jeune entrepreneur dit. Il faut oser entreprendre. Les jeunes n'ont qu'à se lancer dans l'entreprise. Il faut oser compter sur ses propres forces, car l'effort fait l'effort. Maintenant, par rapport à la question financière, j'ai cru comprendre qu'il a besoin de 700 millions ou 700 000 euros. 700 000 euros, voilà. Si c'était 700 millions, je me portais candidat pour financer votre projet. Mais ce ne serait pas mauvais, madame, 700 millions. De commencer avec 700, ce ne serait pas mauvais. J'ai dit 700 millions. Et je serais le plus heureux quand même que ce plateau puisse. 700 millions. Oui, mais vous pouvez commencer par ça. Et pourquoi? Dans le souci d'accompagner les jeunes et les femmes, nous venons de mettre en place la banque d'investissement. Elle est là. Elle attend les projets des jeunes de 50 millions à 1 milliard, 2 milliards. Mais au premier conseil que nous avons tenu la dernière fois, on n'a pu sélectionner que 4 projets. Pourquoi? Sur 36 envoyés. Pourquoi? Parce que les jeunes manquent de capacité à monter un projet, à présenter un projet. Les plans d'affaires ne sont pas bien. Vous présentez un projet de 4 milliards avec 2 pages d'argumentaire. Où on va? Le compte d'exploitation n'est pas là. Donc ce qu'il a dit, ce que madame a dit, c'est d'accompagner les jeunes, mais que les jeunes soient ouverts à l'innovation et à la demande d'expertise. La bourse forme contre 0 franc. Je suis témoin parce que nous avons commencé les formations avec la bourse pour que nos produits soient dans, comment on appelle, la vision du contenu local. Donc, nos cadres ont été formés, les structures ont été formées. Nous avons des demandes à l'AGIP, nous avons des demandes à la PIP qui sont en train de... Et il y a l'argent qui dort quelque part. Il y a l'argent qui dort quelque part. La PIP est en train d'arracher, d'amener de l'argent pour les jeunes. Merci madame, merci à tous ceux qui ont participé à ce panel. Et pour vous aider vraiment à aller retrouver l'argent, vous avez la PIP
D'ailleurs, et puis la GTIP, qu'ils ont réussi aujourd'hui à avoir des démembrements à l'intérieur du pays, c'est formidable pour ces structures publiques-là. On peut les applaudir pour les encourager encore vraiment à dénouer le cordon de la bourse. Merci vraiment à tous ceux qui ont suivi ce panel, à commencer par nos experts. Merci, l'écoute était bonne aussi au niveau de nos auditeurs et téléspectateurs que vous êtes devenus. Merci, ça a été un plaisir d'être avec vous et merci à tous ceux qui nous ont fait confiance pour nous invitant ici. Merci. Et un grand merci à vous, monsieur Camara, pour cette excellente animation de ce panel. Merci bien. Merci. Alors, il nous reste